Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés européens qui attendent le retour de Wall Street après un week-end de 3 jours pour les marchés américains. On aura la reprise de cotation tout à l'heure avec un accident d'ores et déjà, il faut le noter, c'est le titre Didi, le VTC chinois qui se crache de 25-30% peut-être sur le marché américain, là où il s'est coté la semaine dernière, et depuis Pékin a resserré les vis de la régulation en ordonnant notamment le retrait de Didi des plateformes de téléchargement sur le marché chinois. Un gros coup dur donc pour l'Uber chinois comme on le présente. Donc ce sera un des accidents du jour à suivre tout à l'heure pour la reprise de cotation sur les marchés américains. À Paris, l'accident du jour c'est Alstom sous pression avec son Capital Market Day aujourd'hui, sa journée investisseur très attendue. Alstom qui déploie un nouveau plan stratégique à 5 ans qui n'est pas tant le problème pour les marchés aujourd'hui, qui sont plutôt focalisés sur la pression à court terme encore sur le free cash flow d'Alstom, qui est la conséquence de l'intégration difficile, compliquée de Bombardier Transport, et cette intégration va peser encore sur le free cash flow sur les prochains mois, au point que sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, ce free cash flow sera négatif, a annoncé le management d'Alstom aujourd'hui, et c'est donc une sanction importante pour le titre Alstom qui signe une baisse de 6-7%, la plus forte baisse du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On va parler pétrole également, alors que l'OPEP+ a du mal à s'accorder. Les discussions ont été rompues après plusieurs jours qui n'ont pas permis de débloquer la situation. Un blocage qui est lié à la position des Émirats Arabes Unis particulièrement. Conséquence, les cours du pétrole continuent de monter en direction des $80. Est-ce que c'est un sujet qui peut venir perturber peut-être le scénario de reprise économique sur la deuxième partie d'année? On en parlera dans quelques minutes avec Bastien Dru de CPR Asset Management. Et puis la série des introductions en bourse qui se poursuit en ce début de mois de juillet. On est parti pour une année historique en matière d'introduction en bourse sur Euronext à Paris. Et l'arrivée prochaine, c'est celle d'Ipango qui fera ses premiers pas sur Euronext Growth le 12 juillet prochain. Fournisseur d'énergie, d'électricité et de gaz dédié exclusivement aux entreprises et aux collectivités. Le responsable des opérations d'Ipango sera avec nous en plateau durant cette demi-heure. Et des marchés européens qui évoluent légèrement négatifs à mi-séance. Les infos clés, c'est en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est en recul à la mi-journée sur le CAC 40. Les investisseurs ont pu suivre depuis le début de la matinée le cours du pétrole qui grimpe aux alentours des $77,5 le baril de Brent, soit une progression de 50% depuis le début de l'année. En cause donc récemment les tensions au sein de l'OPEP+, qui ont poussé les membres de l'organisation à annuler leur réunion prévue hier sans fixer de nouvelles dates, alors que cette réunion était elle-même prévue suite aux échecs de négociations la semaine dernière. En cause le refus des Émirats Arabes Unis de rester sur la distribution des quotas actuels et sa volonté d'augmenter son volume de référence de production. Pour rappel, en avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire, les membres de l'OPEP+ avaient pris la décision de retirer un volume de 9,7 millions de barils journaliers du marché afin de contrebalancer la chute de la demande et donc des prix. Une réduction qui avait ensuite été répartie entre les différents pays de l'OPEP+, et c'est là que se situe le problème. Pour répartir les volumes de production à la hausse ou à la baisse, les membres de l'OPEP+ font appel à des quotas calculés à partir de leur volume de production de référence. Or, ces fameux quotas et volumes de référence ont été arrêtés en 2018 et c'est là le principal argument des Émirats Arabes Unis qui clament que la réalité de son volume de production de référence en 2018 n'est plus celle d'aujourd'hui. Cette capacité totale de production serait passée de 3,17 millions de barils par jour en 2018 à 3,8 millions de barils par jour selon le pays, et ce dès avril 2020, soit juste avant la réduction décidée de production. Les Émirats Arabes Unis demandent donc que leur quota de production
production soit revue en conséquence. Demande rejetée principalement par l'Arabie Saoudite, farouchement opposée au projet. Arabie Saoudite dont le volume de référence se situe lui à 11 millions de barils par jour. La réunion donc qui devait se tenir hier à la suite des négociations infructueuses de la semaine dernière avait pour but d'entériner une augmentation de la production de pétrole de 400 000 barils journaliers chaque mois à partir du mois d'août afin de s'assurer d'une remise sur le marché de 2 millions de barils journaliers donc supplémentaires à la fin de l'année, conformément au vœu de l'OPEP+, de revenir sur des volumes de production similaires à ceux d'avant la crise d'ici à avril 2022. L'incapacité donc de l'organisation à trouver un accord en l'état fait à présent craindre une guerre des prix entre Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, voire même fait craindre une sortie des Émirats Arabes Unis de l'OPEP+, selon plusieurs analystes. Au-delà des matières premières, si on regarde les statistiques que les investisseurs ont pu découvrir ce matin, les investisseurs ont pu prendre tout d'abord connaissance des ventes au détail en zone euro pour le mois de mai. Celle-ci progresse de 4,6% par rapport au mois d'avril, des ventes au détail qui dépassent d'ailleurs les attentes en annualisé, progressant de 9% contre 8,2% attendu. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance de l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui reste de son côté à un niveau élevé en juillet, même s'il recule très fortement. Il passe de 79,8 au mois de juin à 63,3 pour le mois de juillet, là où les analystes attendaient une baisse plus modérée, un niveau qui indique selon l'Institut que la situation économique continue de se normaliser en Allemagne. Du côté des valeurs à présent, notons que Alstom signe la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée alors que le groupe ferroviaire a annoncé tabler sur un flux de trésorerie libre négatif de près de 2 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022 en lien avec la stabilisation de plusieurs projets issus de l'activité ferroviaire de Bombardier. Et on note également que Virbac annonce de son côté relever ses perspectives financières pour 2021 afin d'intégrer, je cite, un excellent dynamisme sur les premiers mois de l'année. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on va parler énergie dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, commençant avec le pétrole. C'est le sujet du moment avec l'échec des négociations au sein de l'OPEP et de ses alliés, l'OPEP+, comme on l'appelle désormais. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Bon, peut-être un petit pas de recul quand même quand on regarde les prix du pétrole aujourd'hui. Donc on est à plus de $75 largement, que ce soit sur le Brent ou le WTI. On est même autour de 76-77 $ pour l'un et l'autre de ces barils de référence. Mais quel chemin parcouru quand même depuis un peu plus d'un an quand les prix étaient tombés négatifs sur des contrats futurs au mois d'avril 2020. Ce qui avait d'ailleurs impliqué une réaction très forte de la part de l'OPEP+, qui avait réussi à se mettre d'accord très vite sur la stratégie à suivre dans ces conditions. Ça, c'était il y a un peu plus d'un an. Maintenant, les choses ont beaucoup changé visiblement, Bastien. Oui, donc le contexte, il faut le rappeler, c'est qu'en 2020, la consommation de pétrole s'était complètement effondrée. Il y a eu des livraisons de pétrole qui étaient passées en territoire négatif en ce qui concerne le prix. Et là, on avait assisté effectivement en avril 2020 à une sorte de whatever it takes des pays de l'OPEP+. Donc les pays de l'OPEP+, et les pays de l'OPEP+, d'autres grands pays producteurs de pétrole qui ne font pas partie de l'OPEP, comme la Russie, le Mexique ou le Kazakhstan. Et il y avait eu à l'époque une baisse de la production au plus fort de la crise de quasiment 10 millions de barils jour en mai et en juin 2020. C'était vraiment absolument spectaculaire. Et depuis, les pays de l'OPEP+ n'ont que très graduellement augmenté leur production. C'est un groupe qui se réunit très régulièrement et effectivement ces derniers jours, ils avaient négocié, ils étaient en train de discuter une éventuelle augmentation de la production de 0,4 millions de barils jour chaque mois d'ici la fin de l'année, ce qui aurait fait d'ici à la fin de l'année une augmentation de la production des pays de l'OPEP+ de 2 millions de barils jour. Et ce qui s'est passé, c'est que les Émirats Arabes Unis, qui ont beaucoup investi ces dernières années, ont demandé une hausse relativement plus importante de leur quota de production et que c'est à ce sujet-là qu'aucun accord n'a été trouvé.
Et donc, pour le moment, on se trouve dans une situation où la production de l'OPEP+ resterait stable d'ici la fin de l'année, alors même que la consommation augmenterait, et c'est évidemment ça qui fait monter les prix. Alors, cela dit, même si les Émirats arabes unis revenaient vers les pays de l'OPEP+, et qu'un accord était trouvé, on parle d'une augmentation de la production pour les pays de l'OPEP+, de 2 millions de barils jour d'ici la fin de l'année, alors que l'OPEP disait sur les derniers jours qu'il anticipe, que cette organisation anticipe une augmentation de la consommation de 5 millions de barils jour d'ici la fin de l'année. Donc là, on parle d'une augmentation de la production de 2 millions, alors que la consommation devrait augmenter de 5 millions de barils jour. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que on a déjà eu sur les derniers mois une très forte baisse des stocks de pétrole au niveau mondial. Ce qu'on peut suivre assez facilement, c'est les stocks de pétrole commerciaux des pays de l'OCDE, et tout l'excès qui avait été construit finalement, et qui avait été accumulé pendant la crise Covid, tout cet excès de stock a déjà été apuré, et que même si on avait un accord de l'OPEP avec une augmentation de 2 millions de barils jour d'ici la fin de l'année, c'est un contexte où on aurait quand même des stocks qui continueraient à baisser, et évidemment ça tirerait les prix à la hausse, et ça c'est bien ce qu'on voit sur les dernières séances. Ouais, donc un déficit forcément effectivement entre l'offre et la demande. Ça veut dire que si on rajoute les phénomènes spéculatifs parfois importants sur les marchés de matières premières et sur le marché pétrolier en l'occurrence, Bastien, là, le momentum qu'on voit sur les prix peut-être ne fait que commencer. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, il faut évidemment voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a pas mal d'incertitudes sur le comportement des Émirats arabes unis. Est-ce qu'ils vont sortir de l'OPEP? Est-ce qu'ils vont revenir justement vers les pays de l'OPEP? Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à apprécier. Cela dit, on reste dans un contexte où effectivement, on a plutôt une baisse des prix, une hausse des prix qui devrait se poursuivre sur les prochains mois. Ouais. Est-ce que ça fait peser un risque macroéconomique sur la reprise? Alors généralement c'est une question, il y a toujours un seuil de douleur qui est difficile à évaluer, mais est-ce qu'on est déjà dans cette idée-là, Bastien? Très clairement, ça commence à inquiéter les gouvernements occidentaux. Hier, il y a des officiels de la Maison-Blanche qui ont indiqué que Joe Biden poussait à une solution de compromis en disant que les États-Unis suivaient de très près les négociations de l'OPEP+, et on sent bien qu'il ne faudrait pas que les prix du pétrole augmentent trop, parce que ça pourrait éventuellement constituer un frein pour la reprise économique qui est en train de se mettre en place aux États-Unis depuis déjà quelques mois, et puis en Europe depuis seulement quelques semaines. Oui, donc un sujet qui est pris au sérieux, puisque c'est la Maison-Blanche qui a réagi pour mettre un peu de pression sur l'OPEP+, et les Émirats arabes unis. Comme vous dites, on verra ce qui se passe dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais ces dernières années, le développement du schiste américain a permis en permanence de rééquilibrer ou de bien approvisionner le marché pétrolier mondial. Le schiste américain a joué un rôle de producteur marginal tout au long de ces dernières années. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, ou est-ce que les choses ont changé également du point de vue de l'industrie pétrolière américaine ? Il est assez vraisemblable que les choses aient changé. Ce qui avait précipité la baisse des prix du pétrole en 2014, c'était à l'époque la très forte hausse de la production américaine. Si on prend un peu de recul, on avait une production américaine qui était passée de 6 millions de barils jour en 2012 à quasiment 10 millions de barils jour en 2015. Donc c'était une progression qui était quand même extrêmement rapide. Là, c'est vrai que la production de pétrole brut des États-Unis a baissé avec la crise Covid. On est actuellement à 11 millions de barils jour. C'est une production qui reste extrêmement stable depuis quasiment un an, qui est quasiment stable à 11 millions de barils jour. Ça a baissé lors de la crise Covid, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'a pas tant baissé que ça, parce que le pic qui avait été atteint juste avant la crise, c'était de 13 millions de barils jour. Donc la marge de progression, je dirais qu'elle est quand même vraisemblablement plus limitée que ce qu'on pouvait avoir avant la crise, quoi. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Ceci dit, manifestement, les sociétés
pétrolières américaines sont en train de sécuriser leurs profits. Il y a eu moins d'investissements qui ont été réalisés et quand on regarde le nombre de puits en fonctionnement aux États-Unis, ça a effectivement un petit peu augmenté sur les derniers mois, mais on se retrouve avec quasiment 2 fois moins de puits qui sont en fonctionnement aux États-Unis qu'avant la crise, quoi. Donc on sent bien qu'on n'a pas des sociétés pétrolières américaines qui sont en train de se précipiter pour réaugmenter les volumes et qui finalement produisent déjà beaucoup en volume, on est à 11 millions de barils jour, et qui se satisfont de prix qui augmentent pour justement sécuriser leurs profits. Donc là, je dirais que la situation est quand même un petit peu différente par rapport à ce qu'on avait pu voir sur, disons, les années 2015, 2016, 2017. C'est un peu différent. Ouais, très peu de marge de manœuvre, un marché pétrolier donc sous tension et une tension qui pourrait encore s'accroître. On l'a dit, ça peut en avoir un impact évidemment macroéconomique sur la reprise. Ça a déjà un impact sur les prix des produits pétroliers, bien sûr, et notamment des prix à la pompe aux États-Unis. On sait qu'il y a quand même une corrélation très rapide entre les cours du brut et les produits raffinés, et notamment les prix à la pompe. Là, c'est un sujet pour les banques centrales, Bastien, ou est-ce que cette question des prix énergétiques, c'est plus le sujet pour une banque centrale comme la Fed aujourd'hui ? Je dirais que ça reste malgré tout le sujet, parce que là, les prix à la pompe aux États-Unis sont plus hauts depuis 2014. Donc certes, la Fed regarde l'inflation totale, mais aussi l'inflation hors produits énergétiques. Mais on sait quand même que le prix de l'essence, finalement, va se transmet au prix des autres biens dans l'économie et au prix des services également. Il y a des effets de second tour, entre guillemets. Et puis là, on est quand même dans une situation où les taux d'inflation aux États-Unis sont déjà très élevés. Donc c'est quand même difficile de ne pas prendre en compte cette augmentation des prix du pétrole. On a actuellement une inflation totale aux États-Unis qui est aux alentours de 5%. Ça devrait un tout petit peu baisser sur le mois de juin, l'inflation du mois de juin qui sera publiée en juillet, parce que les effets de base justement énergétiques seront un tout petit peu moins forts pour le mois de juin, mais il suffirait d'une toute petite finalement progression des prix du pétrole pour que l'inflation totale aux États-Unis reste aux alentours de 4-5% sur tout le deuxième trimestre, sur tout le deuxième semestre de l'année 2021. Et là, ça reste quand même difficile pour la Fed de passer complètement sous silence le fait que l'inflation totale reste pendant quasiment un an aux alentours de 4-5%. Merci beaucoup Bastien, merci pour votre éclairage et votre mise en perspective des questions pétrolières. En l'occurrence, aujourd'hui, Bastien Dreux, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Et donc, Ipango fera ses premiers pas sur le marché parisien d'Euronext Growth le 12 juillet prochain. Son responsable des opérations est à mes côtés en plateau, Pierre Renaud. Bonjour. Bonjour Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Société fondée en 2015, qui est donc spécialisée dans la fourniture d'énergie, de gaz et d'électricité à destination exclusive des entreprises et des collectivités. Expliquez-nous peut-être la proposition de valeur, comme on dit, l'innovation ou la valeur que vous voulez apporter à ce marché de la fourniture d'énergie pour le B2B, en l'occurrence, sachant que ce soit le marché des particuliers ou le marché des professionnels, c'est un marché fourniture d'électricité qui s'est détendu, on va dire, ces dernières années, où la compétition et la concurrence sont quand même un peu plus importantes que précédemment. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à ce marché ? On apporte essentiellement 4 expertises. La première, c'est un sourcing qui nous permet d'éliminer des accès à différents intervenants et donc nous permet aussi de mieux gérer l'énergie qu'on va apporter à nos clients. Le deuxième, c'est l'aspect data. On traite et on gère énormément de data qui sont issues de la consommation des clients qui nous sont remontés par les compteurs communicants, que ce soit des compteurs Linky quand c'est des petits pros ou des gros compteurs dès l'instant où c'est des gros industriels. Il y a aussi l'aspect CRM, la façon dont on a digitalisé la gestion de cette data à la destination du client. Et enfin, le dernier pilier, c'est toute la partie Smart Grid qui consiste à implanter des solutions de production permettant l'autoconsommation in situ
de l'énergie sur site. Grâce aux techniques de stockage d'énergie actuelles. Exactement. Pierre. Et ça, c'est une vraie défaillance de ce marché aujourd'hui et du marché des entreprises et des collectivités que vous vous adressez ? Défaillant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça commence à devenir un besoin que les clients nous remontent et sur lesquels on essaie d'adresser. Et puis aussi, on essaie d'être un peu innovant sur la façon, enfin un peu, plus qu'un peu évidemment, mais on essaie d'apporter l'innovation sur la façon dont on va gérer cette consommation pour limiter le soutirage du réseau de production pour maximiser l'autoconsommation chez le client avec le stockage du photovoltaïque à travers des batteries et le délestage de la batterie quand le photovoltaïque ne peut pas fonctionner ou quand la consommation devient trop importante au niveau du site ou quand l'énergie coûte beaucoup trop cher à fournir et qu'on veut, je dirais pas effacer une partie de cette consommation, mais en tout cas la remplacer par de la batterie dont on connaît le coût. Concrètement, comment ça marche ? Et ça marche parce que vous revendiquez déjà 500 clients actifs depuis la création en 2015. Alors vous êtes société en hyper-croissance, évidemment, avec un chiffre d'affaires, j'ai vu 13,5 millions fin 2020, donc on est sur des progressions de 100-150%. Vous allez encore doubler votre chiffre d'affaires peut-être au cours de cette année, voire plus. Et en plus, une croissance qui est rentable, puisque vous revendiquez là, une marge d'EBITDA de près de 6%. Mais concrètement, trouver la bonne consommation pour vos clients industriels, entreprises, collectivités, ça passe par l'interprétation et la lecture des données. Et là, on revient sur la question du compteur communicant, comme vous les appelez, Pierre. Vous arrivez à avoir une connaissance très fine, beaucoup plus fine peut-être même que vos concurrents, de la manière dont votre client, entreprise, industrielle, collectivité, fonctionne et quels sont ses besoins. Alors, plus fine que mes concurrents, je ne sais pas. Je ne vais pas les préjuger. Je pense qu'ils ont les mêmes data que nous, parce que c'est une data qui est fournie par le gestionnaire de réseau type Enedis, qui couvre 95% de la France. Donc, on va récupérer cette data issue de la consommation. On va l'analyser, on va regarder les moments les plus consommateurs du client versus les moments où il consomme le moins. On va voir si déjà on peut mettre en place de la flexibilité chez lui, déplacer une partie de sa consommation sur des horaires qui sont plus avantageux au niveau financier, parce que le prix de l'énergie varie en fonction des heures dans la journée. Et ensuite, l'introduction de toute la partie Smart Energy, c'est poser du panneau photovoltaïque chez le client et s'arranger pour que cette production soit consommée localement par le client, qu'elle ne sorte pas du bâtiment, qu'elle n'aille pas traverser le réseau Enedis. Et à nouveau, comme je vous le disais, s'il y a un excédent de production par le photovoltaïque, on va placer de la batterie. On a fait des démonstrateurs en Bretagne, ce qui n'est pas la région la plus ensoleillée de France, mais ceci dit, ça fonctionne. Donc sur une médiathèque, on a posé juste à côté de la médiathèque sur le boulodrome des panneaux photovoltaïques, une batterie, et avec cet effet-là, on est capable de piloter le photovoltaïque sur sa production. L'excédent est stocké dans la batterie, et dès l'instant où la médiathèque va avoir, je ne sais pas, une mise en route de climatiseur, c'est la batterie qui va assurer le surbesoin par rapport à la consommation nominale. Et c'est comme ça qu'on réduit la facture du client. Pour une médiathèque, c'est important évidemment, mais pour des clients industriels, par exemple, c'est des solutions qui les intéressent également, ces solutions de stockage, d'autoconsommation, ou est-ce qu'il y a trop d'enjeux justement en termes de fonctionnement des opérations pour une usine, pour un industriel, que ces solutions ne sont pas encore plébiscitées ? Ça dépend beaucoup de ce qu'on veut effacer au niveau de la consommation du client. On a un siège social d'office public HLM parisien pour lequel on est en train de poser du photovoltaïque. Alors déjà, il y a eu un gros travail de pédagogie à fournir au niveau du client pour lui dire l'intérêt. Ensuite, il a fallu lui justifier le dimensionnement. C'est pour effacer le data center, qui est une consommation relativement linéaire dans le temps. Elle ne variera pas. Et à partir de là, c'est dimensionner le photovoltaïque, dimensionner la batterie, le poser et regarder, je ne dirais pas la magie opérée, mais en tout cas l'effet soleil. Comment vous mesurez le gain financier, pour le coup, que vous pouvez apporter à vos clients ? Je ne sais pas s'il y a un chiffre ou une proportion qui permet de mesurer ce qu'un client Ipango gagne par rapport au fait d'être chez vous plutôt que chez un de vos concurrents. Tout dépendra de la taille du photovoltaïque qui a été positionné chez le client. Ouais. Si on cherche à effacer 10% de sa consommation, on va donc mécaniquement faire baisser d'une part la fourniture d'énergie, on va faire baisser aussi la partie acheminement et la partie taxe de la facture du client. Donc ça peut être un gain non négligeable. Pour reprendre l'exemple de la médiathèque, c'est une facture divisée par 3. Ah ouais. Donc on passe... mais c'est substantiel. C'est substantiel. Voilà, c'est pas rien. C'est un chiffre qui part. Sur d'autres sites, ça peut être de l'ordre de 7 à 10%. C'est pas
énorme, mais c'est quand même 7 à 10% de baisse. Et c'est du coup une énergie qui est produite localement, que le client voit, qu'il peut revendiquer, sur lequel il peut communiquer. Ce n'est pas des électrons qui ont été repeints en vert à coup de certificat d'origine. Alors vous allez lever entre 6 et 8 millions d'euros pour financer votre croissance, votre développement sur le marché français aujourd'hui, Pierre Renaud. Le fait que la stratégie soit tournée exclusivement vers le marché B2B, oui, ça c'est originel. Vous ne dévierez pas de cette stratégie-là. C'est un marché avec lequel vous êtes plus confortable que le marché des particuliers, par exemple. Alors, je ne connais pas le futur, donc je ne sais pas si dans 5 ou 10 ans, on ne sera pas sur les particuliers. Non, mais bien voilà. sûr. Mais vous êtes parti de là, en tout cas. On est parti de là parce que le problème du particulier, c'est que c'est encore du profilage sur la facturation, même si on a des beaux compteurs Linky qui relèvent la consommation. Si demain, vous arrêtez de consommer entre 19h et 21h, ça ne se verra pas sur votre facture. Donc, l'industriel, lui, ça se voit. Et c'est ça que l'on cherche avant tout à maîtriser, c'est bien comprendre la consommation et bien la maîtriser. Donc en effet, le résidentiel, ce n'est pas un objectif pour nous. L'industriel a aussi un autre avantage, c'est le taux de churn. Alors c'est la capacité au client de changer de fournisseur. Quand vous avez un industriel, vous signez un contrat avec lui sur 1 ou plusieurs années, il est difficile pour lui de sortir de ce contrat-là. Un particulier, lui, est beaucoup plus volatile et peut changer de fournisseur un peu tous les jours. Avec un coût d'acquisition qui est complètement différent, puisque là, il s'agit de répondre à des appels d'offres. Exactement. C'est 75% de nos clients sont issus d'appels d'offres publics ou parapublics. Donc, c'est des coûts de gestion qui sont maîtrisés en termes de commerciaux. C'est des capacités à avoir de gros volumes de consommation je ne dirais pas en one shot, mais on les récupère très rapidement. C'est dès l'instant que vous gagnez l'appel d'offres, vous embarquez tout de suite de nombreux compteurs. Ce qui vous permet de vraiment pas avoir à passer par des plateformes d'acquisition, à avoir un démarchage un peu agressif ou non agressif d'ailleurs. C'est vraiment l'intérêt de l'appel d'offres. Vous l'avez dit d'un mot, mais est-ce que la question de la provenance et de la manière dont est générée cette énergie, cette électricité, est-ce que c'est un sujet qui rentre en compte dans les appels d'offres justement que vous recevez, auxquels vous participez On le voit de plus en plus depuis l'activité d'Ipango. Avant, l'origine de l'énergie, ce n'était pas vraiment un souci. Maintenant, c'est dans l'air du temps. Donc, on voit de plus en plus d'appels d'offres où il est demandé de fournir de l'énergie verte. Mais cette énergie verte est fournie à partir de certificats de garantie d'origine. Ça ne veut pas dire que l'énergie est vraiment issue d'un moyen de production vert de type éolienne, photovoltaïque, hydraulique, ce que vous voulez. Donc c'est encore c'est-à-dire qu'il y a du nucléaire derrière, pour dire les choses. Ça reste du nucléaire derrière. Et l'Europe n'a pas encore tranché cette question de comment classer le nucléaire. Ça reste quand même décarboné. Voilà, non émetteur de CO2. Ça fait des déchets pas très propres, mais ça reste super décarboné quand même. Mais le client, on le voit de plus en plus, demande à avoir recours aux garanties d'origine. Mais il ne faut pas perdre de vue que les collectivités, leur objectif, c'est aussi de réduire la facture. Et le coût reste le driver principal dans la sélection d'un fournisseur. Donc plus vous êtes le moins cher et plus vous avez de chances d'être sélectionné. Merci beaucoup Pierre d'être venu nous parler d'Ipango, donc une des nombreuses introductions en bourse. On fera le compte à la fin de cette année effectivement, mais ce sera une année record sans doute en matière d'introduction en bourse et d'ailleurs sans doute une année au cours de laquelle on aura eu plus d'introductions en bourse que de retraite cote. C'est important, ça permet de renouveler, de nourrir la cote parisienne en l'occurrence et Ipango qui fera ses premiers pas, je le rappelle, sur le marché d'Euronext Growth le 12 juillet prochain. Pierre Renaud qui était à mes côtés, le responsable des opérations d'Ipango, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.